Hello YouTube! Bienvenue dans une vidéo très différente des précédentes. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans la réalisation d'une réplique de Stillsuit, la combinaison que portent les Fremen dans Dune. Ne me demandez pas d'où sort cette idée, ça a commencé par un « Oh, ce serait cool, mais j'en serais complètement incapable !» et ça a fini par voyons ça. Pour la petite histoire, j'ai toujours été fasciné par l'art du cosplay. Cosplay, pour ceux qui ne baignent pas dans la pop culture et la culture geek, c'est l'art de créer des répliques de costumes de films, ou de séries, ou de BD, ou peu importe. Je me souviens que l'un des tout premiers sites que j'avais découvert il y a très longtemps au début d'internet, It's been 84 years. c'était le site The Costumer's Guide, qui recensait et analysait des costumes de films. Je connaissais ce site par cœur. Il existe toujours d'ailleurs, avec le même design depuis genre 2002. Mais je me suis jamais vraiment lancé dans le cosplay moi-même, principalement, je pense, par manque de moyens techniques. Faire du costume, ça nécessite beaucoup de matériaux, d'outils, de compétences, ça peut vite avoir un coût assez élevé, etc. Ma seule création de costume, c'est une robe médiévale inspirée d'une sublime tenue que porte Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux. Je l'ai cousue vers 17-18 ans, sans patron ni connaissance préalable, et franchement, je m'en étais pas trop mal sortie. Tout ça pour dire que je me lance dans un truc totalement nouveau pour moi et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'adore fabriquer des trucs de mes mains, donc j'avais très envie d'essayer. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et comme je me suis dit que ça pouvait potentiellement en intéresser certains, ne serait-ce que ceux qui auraient envie de fabriquer leur propre version, eh ben j'en fais une vidéo. Alors, comme dans tout cosplay, la première étape, c'est de faire des recherches sur le costume qu'on veut recréer. J'ai choisi le Stillsuit des films de Denis Villeneuve, déjà parce que c'est mon adaptation préférée de Dune, et aussi parce qu'on trouve beaucoup plus facilement des images de référence que pour les deux autres versions. Ceci dit, les autres variantes du costume sont sympas aussi. J'aime beaucoup celui de Lynch, et celui de la mini-série est plutôt chouette aussi, surtout comparé au costume design catastrophique du reste de la production. You serious? Les costumes du Dune de Villeneuve ont été conçus par Jacqueline West et Bob Morgan, qui ont été, entre autres, nominés aux Oscars pour leur travail, et à raison, parce que le costume design de Dune est magnifique, original et incroyablement détaillé. Les combinaisons des Fremen sont non seulement très cool visuellement, mais aussi très ingénieuses dans leur conception. C'est tout un assemblage de couches successives, reliées les unes aux autres par un système de languettes et de fentes, facilement détachables, modulables et adaptables à la morphologie de chaque acteur. On voit d'ailleurs que le costume n'est pas agencé pareil sur le corps de chaque personne. Il est constitué d'une sous-combinaison, visible sur quelques photos de tournage quand les acteurs, sans doute en train de crever de chaud, ont enlevé le reste, puis d'une partie que je qualifierais d'armure, entre guillemets. Le tout est à mi-chemin entre les uniformes militaires des forces spéciales et les armures médiévales. Pour mes recherches, je fouille sur Pinterest, sur Reddit, sur des forums de cosplay, et je compile tout un tas d'images de référence. Des images des films, des gros plans de détails, du concept art, des photos de tournage, parce que c'est souvent là qu'on voit les costumes sous d'autres angles, des photos prises lors d'expositions, et aussi quelques photos de cosplay créées par d'autres personnes, parce que je ne suis évidemment pas la première à me lancer dans cette aventure. Je me crée un grand document qui rassemble les images les plus pertinentes. En faisant mes recherches, j'ai constaté que dans les films, il y avait plusieurs variations du costume, des détails qui changent. Le dos, par exemple, avec ou sans cette bande centrale, la couleur, qui varie de beige clair à presque noir selon les versions, en passant par le gris et le taupe, les détails sur les gants, ou encore le masque qui n'est clairement pas identique dans toutes les scènes. Bref, il faut faire des choix, et c'est pas simple de s'y retrouver. Ceci dit, c'est le type de costume idéal à réaliser pour moi parce que je n'ai pas de machine à coudre à la maison. L'avantage du Stillsuit, c'est qu'il est composé en majorité de plastique ou de caoutchouc, qu'on peut remplacer par le matériau préféré des cosplayers, EVA Foam, la mousse EVA. Ethyl vinyl acetate. C'est une mousse de haute densité très utilisée en cosplay pour fabriquer toutes les parties rigides d'un costume. Les armures, les casques, les armes, les accessoires, etc. C'est très léger, pas cher et facile à découper et à peindre, et je me suis dit que ça ferait parfaitement l'affaire. Au début, je me suis dit que j'allais fabriquer uniquement le haut du costume, histoire de commencer petit et de tester le terrain. Mais très vite, je me suis prise au jeu, j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié et de réaliser le costume dans son intégralité. Le haut, le bas, le masque, et l'espèce de cape à capuche que portent souvent les Fremen par-dessus leur combinaison. Et si tout ça est une réussite, peut-être même que je me fabriquerai un crysknife, le couteau Fremen fait à partir d'une dent de verre des sables. Ce qui impliquerait de mettre la main sur une dent de verre des sables, de toute évidence. Comme je vous le disais, je ne suis pas la première à fabriquer un Stillsuit. Et parmi les gens qui sont passés par là avant moi, 2 d'entre eux ont mis leur patron à disposition sur internet.
Mais on ne va pas utiliser ces patrons. Pourquoi ? Eh bien pour 3 raisons. Premièrement, pour le plaisir du challenge. Travailler d'après patron, ça retire un peu le côté créatif du processus, c'est presque trop simple. Or, je veux être capable de dire que j'ai créé ce costume de A à Z. Ouais, clairement, c'est mon ego artistique qui parle. Deuxièmement, parce que les 2 patrons disponibles, un modèle d'homme et un modèle de femme, ont été créés sur mesure pour des personnes qui n'ont pas forcément ma morphologie, ce qui m'aurait obligé à modifier beaucoup d'éléments parce que je veux évidemment que le costume soit à ma taille. Troisièmement, parce qu'en étudiant ces 2 versions de plus près, je me suis rendu compte que chacune avait des petits défauts ou des petites différences par rapport à la version du film. Ce col, par exemple, a été pas mal modifié, sans doute pour des raisons pratiques. Cet artiste-là a décidé de ne faire ni le col ni l'arrière du costume, sachant que ces parties seraient de toute façon cachées par sa cape. Ou encore cette pièce qui couvre le ventre, qui a été réduite dans les 2 versions à une forme très basique, alors qu'en fait elle est plus complexe que ça. Alors oui, c'est du détail, mais comme je peux être une grosse perfectionniste, j'ai décidé de ne pas utiliser un patron erroné par endroits et de créer un modèle si possible encore plus fidèle à l'original. Attention, je suis pas du tout en train de critiquer ces 2 cosplays, le résultat final est tout à fait réussi et ces personnes ont beaucoup de talent. Avant de me lancer, j'ai dû faire quelques achats, puisque j'avais pas du tout le matériel nécessaire à la maison. Donc j'ai acheté 4 rouleaux de mousse EVA noire, d'une épaisseur de 2 mm et de 4 mm pour les parties plus rigides, des joints pour fenêtres qui se trouvent être dans le même type de mousse, en 5 mm et en 10 mm, que je vais utiliser pour tous les petits tubes qu'il y a sur le costume, un pistolet à colle qui est minuscule et trop mignon, et une paire de gants tactiques paramilitaires, parce que franchement, fabriquer des gants soi-même c'est hyper compliqué, et ceux-là ont coûté moins de 10 € et ont une apparence étonnamment fidèle à ceux du film. Donc pourquoi s'embêter ? Je suis aussi allée faire un tour en friperie et dans les tréfonds de mon placard pour trouver des vêtements qui me serviront de base pour les parties en tissu. Un jean pour le surpantalon, un haut et un legging pour la couche d'en dessous, et un de mes vieux jeans troués dont je vais récupérer les jambes pour créer ces surmanches. Le denim me semble avoir la bonne épaisseur et la bonne rigidité pour imiter ce qu'on voit dans les films. Après avoir fait le plein de matières premières, c'est parti pour la réalisation. J'ai pas filmé tout le processus de réalisation du patron, mais ça a été 3 jours intenses de croquis, de découpage, d'essais, d'erreurs et de corrections. C'est une vraie gymnastique du cerveau de réfléchir en 3D tout en créant des pièces en 2D. En tant qu'illustratrice, c'est l'exact inverse de mon processus habituel. Et c'est encore beaucoup plus galère pour l'arrière du costume, où je peux même pas m'aider d'un miroir et où je dois y aller totalement à l'aveugle en me basant sur des mesures prises au préalable. Je dois également décortiquer mes images de référence dans le moindre détail pour comprendre comment toutes les différentes parties sont imbriquées. Par endroits, la combinaison est faite de 4, 5, voire 6 couches successives, c'est hyper complexe. Le dos a été le plus difficile à concevoir parce que les références sont rares. Les personnages portent presque toujours une cape, hormis dans quelques scènes d'action où ils sont en mouvement constant et où on voit très peu les détails. Pour m'aider à en comprendre la structure, je fais un rapide croquis. A lot of boring math later. Après beaucoup d'heures de travail et beaucoup de bricolage, je me retrouve avec une 60aine de pièces de patron différentes. Certaines sont un bordel infini de croquis superposés et de bouts de papier scotchés les uns aux autres, j'y suis vraiment allée à tâtons. Une fois mes patrons terminés, j'utilise un code couleur pour marquer quels éléments vont être faits en mousse 4 mm et lesquels en mousse 2 mm. A ce stade, je brûle d'envie de passer au découpage de la mousse, mais je me décide à attaquer d'abord la partie qui me semble la plus laborieuse, les pièces en tissu. Je découpe mon jean noir pour fabriquer les surmanches, et comme j'ai pas de matériel de couture chez moi, je fais avec les moyens du bord. Je fais l'assemblage au pistolet à colle, et mine de rien, ça marche hyper bien. Oui, je sais, je vais donner de l'urticaire à tous les couturiers qui passent par ici. What the hell's she doing here, man? Mais j'allais certainement pas tout coudre à la main. Pour le surpantalon, je trace sur l'autre jean à quels endroits je vais devoir couper, et pour me faciliter la tâche, je fais un patron en tissu pour marquer les endroits où il va y avoir ces tubes. Je marque aussi les ouvertures aux cuisses et aux genoux, et je découpe tout ça. Et puis je réalise qu'il me faut aussi du tissu pour les pièces qui couvrent le bas de la jambe et une partie des chaussures. Comme j'ai plus de tissu noir ou gris à disposition, je prends du rouge, et pareil, je travaille d'après un patron tracé directement sur ma jambe. Les couleurs n'ont aucun sens, mais c'est pas grave, puisque je vais de toute manière tout peindre par la suite.
Une fois que les parties en tissu sont préparées, je passe enfin aux pièces en mousse. Je transfère tous mes patrons sur mes rouleaux de mousse EVA et je les découpe en utilisant un cutter, des ciseaux ou des scalpels chirurgicaux selon le degré de précision requis et l'épaisseur de la mousse. Attention, les ciseaux ne marchent que sur de la mousse très fine. Je fais d'abord les grandes découpes, puis j'ajoute toutes les petites ouvertures et les fentes aux endroits où les pièces vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et c'est pas si facile d'avoir un rendu propre pour tous ces petits détails, il faut vraiment une lame ultra affûtée. En dehors de ça, la mousse EVA est un plaisir à découper, c'est simple, rapide et tellement satisfaisant. Bien évidemment, je suis supervisée par l'inspectrice des travaux. Much later. Après des heures de découpage, toutes les pièces détachées sont terminées. Et il est temps de passer à la partie la plus cool, celle où le costume va prendre vie, et aussi celle où on va voir si le tout fonctionne ou pas, l'assemblage et le collage. Je dois bien réfléchir aux différentes couches, à qu'est-ce qui va où et dans quel ordre. Et quel bonheur ce pistolet à colle! J'en reviens pas qu'en 35 ans d'existence sur cette planète, la créative que je suis n'avait jamais utilisé de pistolet à colle avant. C'est mon nouvel outil préféré ce truc. Pour tous les petits tubes qui sont un motif récurrent sur le costume, j'utilise les joints pour fenêtres. Vous noterez que certaines finitions n'ont pas besoin d'être propres puisqu'elles seront cachées par d'autres couches ensuite. Les joints de 10 mm sont hyper pratiques à travailler, puisqu'ils ont déjà une forme de demi-lune et en plus ils sont autocollants au dos, donc j'ai même pas besoin d'utiliser la colle et le résultat est super propre. Pour cette sous-couche de tube au niveau de la cage thoracique, je découpe des bouts dans le tissu restant pour coller les joints 5 mm dessus, couper en deux dans le sens de la longueur pour avoir une forme en demi-cercle et accessoirement pour en avoir 2 fois plus, avant de venir fixer l'ensemble aux pièces en mousse. Ces tubes sur le devant semblent être plus plats que les autres, donc plutôt que d'utiliser les joints arrondis, je découpe des bandes de mousse fine que je colle les unes à côté des autres pour former ces deux lanières qui maintiennent la pièce centrale. La diversité de ces petits détails donne de la richesse à l'ensemble. Cette pièce sous le sternum a une certaine épaisseur, donc je place un bout de carton épais sous la mousse pour lui donner cet aspect bombé et par la même occasion plus de rigidité. Peu à peu, les différentes parties de la combinaison commencent à prendre forme. Au fil de l'assemblage, qui a pris des jours, je commence à avoir quelque chose de plus en plus concret entre les mains et j'avoue que ça marche mieux que ce que j'attendais. J'arrive à avoir un rendu dont je suis franchement contente.
J'utilise un stylo pour créer du détail et du relief avec des rainures. J'ajoute des bandes de mousse très fines à certaines parties, comme ces protections autour des hanches, pour faire un petit rebord. Pour ces rangées de tubes au niveau de l'aine et des cuisses, je colle mes joints noirs sur des bandes de tissu avant de venir attacher le tout au legging. Fun fact, en tout, il y a plus de 30 mètres de joints sur ce costume. C'est comme l'intestin grêle, ça n'en finit pas et on se demande où ça se cache. Il y a également ces tubes sur la sous-combinaison que je colle aux vêtements que je porterai en dessous. Je fixe 2 bandes en métal à l'intérieur du col pour qu'il garde bien sa forme. A savoir qu'on peut former la mousse EVA en la chauffant avec un pistolet à chaleur. Je n'ai pas de pistolet à chaleur et un sèche-cheveux n'atteint pas du tout la température requise, mais laissez-moi vous donner un petit tip que j'ai découvert. On peut tenir sa mousse au-dessus du grille-pain pour la chauffer, et ça marche. Attention, ne mettez pas le feu à la baraque, hein. Dans le costume original, certaines parties rigides sont recouvertes de tissu, donc je prends un drap en coton pour recouvrir le masque et les pièces autour des poignets, toujours à grand renfort de colle chaude. Il faut bien tendre le tissu pour éviter qu'il ne fasse des plis. Une fois que tout est assemblé, il est temps de donner de l'allure à l'ensemble avec de la peinture. J'utilise de l'acrylique mélangé à un petit peu d'eau, et je peins toutes les pièces en tissu dans un gris beige, et les parties en mousse en gris plus foncé. La couleur sur le tissu n'a pas besoin d'être parfaitement uniforme, au contraire. On veut un costume qui a l'air d'avoir passé du temps dans le désert, pas un truc flambant neuf. Une fois que tout est unifié au niveau de la couleur, je salis, entre guillemets, le costume avec une technique qu'on appelle en anglais le dry brushing. J'utilise un tout petit peu de peinture sur un pinceau sec et je viens brosser certains endroits pour imiter la saleté, la poussière ou l'usure naturelle du matériau. C'est fou ce que ça fait comme différence, tout à coup le costume a l'air d'avoir vécu, ce qui est exactement le but. Je peux ensuite continuer à assembler les pièces qui restent, notamment ajouter les détails en mousse aux bras et aux jambes. Pour certaines pièces, dont celle que j'aurais tendance à appeler Le protège-couille. Vous tenez à votre vie? Sauvez vos bijoux de famille avec le protège-couille. 99,99 € seulement. Offre limitée. je récupère des ceintures en nylon pour les sangles. Je recrée ces attaches en métal triangulaire à partir de mousse 4 mm, j'ajoute un bouton pression entre les deux pour garder ce système de rotation qu'ont les attaches originales, et je les renforce à l'arrière avec des allumettes pour éviter qu'elles ne se déforment. Pour le tube nasal, je réutilise celui que vous m'avez déjà vu porter en vidéo. C'est une sonde à oxygène que j'ai coupée et peinte en noir et qui a exactement la forme qu'il faut. J'attache ensuite le tube à la combinaison de la même manière que dans les films. Pour les chaussures, je récupère une paire de baskets dont la semelle a la même forme que celle qu'on voit dans les films. La chaussure du Stillsuit original semble être une chaussure de sport recouverte de tissu, donc cette paire, bien que pas tout à fait semblable, fera l'affaire. Bien sûr, il faut aussi que je réfléchisse à comment tout ça va être porté, à savoir que je veux que ce soit 1. Confortable, 2. Détachable, et 3. Que je puisse l'enfiler toute seule.
Ce qui, comme je m'en rends vite compte, n'est pas si évident. J'utilise un système de scratch et de fermeture à clip pour attacher les différentes parties. Tout ça sera évidemment invisible une fois le costume porté. Je vous montrerai comment j'enfile tout ça en fin de vidéo juste avant le résultat final. En parallèle du costume, je fabrique le masque à filtre que portent les Fremen dans le désert. J'avoue que le masque me donne du fil à retordre. C'est la seule pièce pour laquelle j'étais partie d'un patron. J'avais trouvé cette vidéo de SKS Props sur YouTube, et comme son patron est téléchargeable, j'avais décidé de m'en servir. Sauf qu'une fois le masque assemblé, je me suis rendu compte que celui de SKS Props ne couvre pas le menton, il s'arrête en dessous de la bouche, alors que les masques du film enveloppent entièrement le menton jusqu'au cou. Et du coup, ça faisait bizarre, j'étais pas contente du résultat, d'autant plus qu'au niveau du nez et sur les côtés, le masque était bien trop grand pour moi. Dans un premier temps, j'ai fait du rafistolage en ajoutant des pièces en bas du masque, mais finalement, comme il me restait de la mousse, je me suis dit que j'allais le refaire entièrement. Donc je recrée un patron, cette fois adapté sur mesure à mon propre visage et qui correspond à la version des films, et je recommence à zéro. Au final, je suis super contente de cette version 2.0 qui est nettement plus confortable et qui me va beaucoup mieux. J'ai mis pas mal de temps à comprendre comment était faite cette espèce de cape que portent les Fremen. C'est un mélange entre une cape à capuche, une écharpe et un manteau avec des manches courtes. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Alors... À force de fouiller dans les photos de tournage, je finis par comprendre à peu près comment c'est foutu. Pour la fabriquer, ma première idée était d'utiliser un drap en coton. Je récupère un vieux drap blanc que je teins en beige avec une teinture naturelle au thé noir. C'est tout simple, il faut juste faire bouillir un tas de sachets de thé, puis laisser le tissu mijoter pendant une bonne demi-heure. Je suis très satisfaite de la couleur, donc je passe à l'assemblage, sauf que je me rends compte que le tissu est trop rigide, il ne tombe pas correctement au niveau des épaules notamment. Le résultat est assez raide et je suis pas convaincue à 100%. À ce stade, je sais que le reste est réussi et je veux que la cape soit à la hauteur. Donc je passe au plan B, je vais acheter du tissu adapté. Je trouve une mousseline de la couleur idéale qui, elle, a une texture parfaite, légère et proche de celle des films. La première version de la cape m'a permis de détecter quelques erreurs ou imperfections au niveau de mon patron, donc j'en profite pour corriger le tir à l'aide de croquis que je suis probablement la seule à savoir déchiffrer. It's some form of Elvish. I can't read it. Et oui, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une machine à coudre. Parce que oui, j'ai fini par craquer et par m'en acheter une. Alors, pas uniquement pour ce projet, bien sûr, mais ce projet m'a rappelé à quel point j'adorais fabriquer mes propres fringues, ça m'a donné envie de créer plein de choses, et je me suis offert cette machine en guise de cadeau d'anniversaire. Ça rend le processus infiniment plus simple et nettement plus professionnel que de faire mes coutures au pistolet à colle, n'est-ce pas ? J'étais trop concentrée pour penser à filmer, mais au final, j'ai cousu une nouvelle cape qui rend beaucoup mieux que la première, avec des détails inspirés de celle de Jessica, comme ses coutures au niveau du dos par exemple. Pour fabriquer le couteau, j'ai décidé d'utiliser de la bonne vieille pâte Fimo. Elle sèche à l'air, on peut la poncer, la peindre, et elle est relativement facile à travailler. J'ai vu pas mal de gens fabriquer des armes et des accessoires en mousse, mais j'ai pas vraiment l'outillage pour ça. Je dessine un patron de l'arme sur une feuille blanche, puis je couvre cette feuille avec du film alimentaire, je rassemble 2-3 outils et je commence à former ma pâte Fimo, d'abord grossièrement, puis de plus en plus dans le détail. Je place une tige rigide au milieu pour lui donner plus de solidité. Le plus compliqué dans ce processus est de travailler les deux côtés en même temps. Il faut retourner régulièrement l'arme pour les sculpter en parallèle. Les couteaux dans Dune ont ces symboles gravés en Chakopsa sur le manche que je viens graver avec un outil pointu. Pour ce lettrage, je me réfère à un autre tuto de SKS Props. Son patron de masque n'a pas fonctionné, mais celui du couteau m'est bien utile pour les petits détails. Je grave aussi ces motifs sur la base de la lame. May thy knife chip and shatter. Je dois laisser la Fimo sécher quelques jours avant de pouvoir la poncer et la peindre. Je la peins à l'acrylique en travaillant par couches successives.
Je finis par une couche de laque pour donner un peu de brillance à l'ensemble et pour fixer la peinture. Je la lustre, je la polis, regardez, regardez, elle brille déjà. Et il me reste tout juste assez de mousse 2 mm pour fabriquer un fourreau. Comme toujours, je fais un patron en papier, puis je le découpe dans la mousse. Je joins les côtés du fourreau avec une rapide couture à la main, beaucoup plus propre que la colle pour ce genre de détails visibles. Je grave les petites décorations et je peins le tout pour imiter une texture cuir. Later that same evening. Et voilà, le couteau est prêt à être porté avec le costume. Au niveau du manche, la pâte Fimo est forcément moins fine que le métal, mais je suis quand même satisfaite du résultat. J'ai décidé de l'attacher en biais dans le dos, avec la garde qui pointe vers le bas, comme celui de Paul dans le deuxième film. J'avais commencé par l'attacher à la cuisse, comme on le voit sur Chani, mais je trouvais pas ça hyper confortable. Donc j'ai choisi de le porter derrière. Pour le coup, il n'y a aucune image qui montre de manière précise comment le fourreau est attaché à la combinaison. Ici, on dirait vaguement une petite armature en métal, mais aucune idée. Donc j'ai improvisé en ajoutant des petites lanières, semblables à celles qu'on voit sur un gros plan dans le premier film, que je passe entre deux couches de l'armure pour attacher l'arme. Et depuis, je me demande comment fait Paul pour replacer le couteau dans son fourreau, dans son dos, sans le voir, parce que perso, je galère. What is this new devilry? Et voilà, le costume est maintenant terminé. Mais avant de vous dévoiler le résultat final, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment j'enfile tout ça, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant la fabrication, et c'est moins facile que ça en a l'air. C'est comme un oignon, ça fonctionne par couches. Layers. Onions have layers. Je commence par enfiler les chaussures, ainsi que le legging et le haut, sur lesquels sont collés certains détails en mousse, comme les protections aux épaules et aux genoux. Cette couche a plein d'endroits pas finis, mais tout ça sera invisible une fois le reste porté. J'ajoute la capuche, que j'ai volontairement laissée séparée du reste pour pouvoir éventuellement porter le costume sans. Elle est faite dans un tissu stretch qui me permet de la passer par-dessus la tête. J'enfile ensuite le surpantalon, qui tient à la taille avec cette ceinture rouge. Pourquoi rouge? Parce qu'elle n'était plus disponible en noir. Je cache cette ceinture sous le t-shirt. Le surpantalon est maintenu au legging avec quelques morceaux de scratch pour éviter qu'il ne baille trop à certains endroits. Sur le costume original, j'ai l'impression qu'il est maintenu avec quelques points de couture. Malgré tout, il baille inévitablement quand on bouge, surtout au niveau des fesses, étant donné que c'est un tissu non élastique, mais c'est le cas dans les films aussi. On le voit clairement sur ce plan par exemple. Que j'aurais tendance à appeler un plan cul. Vous remarquerez que le pantalon s'arrête à mi-mollet, mais ça n'a aucune importance puisque là aussi ça va être caché. J'ajoute les protections qui couvrent le bas de la jambe et la cheville. Elles se ferment à l'arrière avec une longue bande de scratch. Vient ensuite le tour du Protège-couille. et des protège-hanches, qui sont raccordés à l'intérieur avec du scratch pour former une sorte de ceinture. Il suffit d'ouvrir un des boutons pression pour l'enfiler. Cette bande est également pourvue d'un petit scratch pour être attachée à la partie ventrale qui va venir par-dessus. Ensuite, j'enfile ce que j'appellerais l'armure thoracale, soit la partie principale de la combinaison. Elle se compose d'une partie ventrale et d'une partie dorsale. J'ai attaché une bande élastique avec une fermeture à clip à la partie dorsale pour la maintenir autour de la poitrine, et c'est elle que je viens enfiler en premier avant d'ajouter la partie ventrale. Les deux parties sont reliées au niveau des épaules par ces deux sangles réglables qui tiennent avec du scratch, ce qui semble également être le cas dans les films. On voit les personnages tirer sur ces languettes quand ils ajustent leur combinaison. Le col se ferme avec du scratch à l'arrière. L'armure est aussi composée de cette pièce qui couvre le ventre, attachée au reste par deux sangles. Elles tiennent avec du scratch et sont elles aussi détachables, mais il n'est pas nécessaire de les enlever à chaque fois. Cette bande vient se scratcher à l'arrière. Par-dessus tout ça, j'ajoute la partie cage thoracique, cette espèce de protection autour des côtes qui donne sa forme à l'ensemble. Elle se scratche à l'armure devant et sur les côtés. J'enfile ensuite les surmanches.
Je termine par les gants, et par-dessus, ces 2 pièces autour des poignets, qui se ferment encore une fois avec du scratch. Le masque tient à l'arrière avec une bande élastique, ce qui semble être le cas de l'original aussi. La cape s'enfile par les manches comme un manteau. Puis on peut draper ces 2 pans de tissu autour du cou comme une écharpe. Gehst du mal in dieser witzigen Gang? Den kann ich nicht. Na, 1, 2 und dann so und so, dass es halt ein bisschen so aussieht. Nein, auf die andere Seite. Jetzt bist du raus aus dem Bild. Ah! A few moments later. You sandwalk like a drunk lizard. Weiter. Das kommt dann auch dabei raus. Eh bien les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite excursion dans les déserts d'Arrakis, aka la plage près de chez moi. En guise de conclusion, je me suis dit que j'allais vous faire un petit débriefing du projet en revenant sur ce qui a bien fonctionné et ce qui mériterait encore amélioration. Dans l'ensemble, on va pas se mentir, je suis très contente de ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un projet de ce genre, la première fois que je travaille avec de la mousse EVA, et je pensais vraiment pas que le rendu allait être à la hauteur de mes espérances. En plus, la combinaison est étonnamment confortable. Je l'ai portée pendant des heures d'affilée, j'ai grimpé des côtes et fait des roulés-boulés dans le sable, et je me suis toujours sentie à l'aise dedans. De par ses matériaux, elle a aussi l'avantage d'être très légère. Par contre, elle tient bien chaud, et ne recycle malheureusement pas la transpiration en eau potable. Par ailleurs, je suis contente d'avoir pu utiliser un maximum de matériaux de récup ou de vêtements d'occasion. Le budget de ce cosplay a été très raisonnable et j'aime bien l'idée de réutiliser des matières existantes plutôt que de tout acheter neuf. Et enfin, peut-être le point le plus important, j'ai adoré fabriquer ce costume. C'était un boulot de dingue, mais je me suis éclatée à chaque étape du processus et je serais carrément prête à réitérer l'expérience. Les points à améliorer sont des détails, mais je voulais les mentionner quand même. Le premier est la cape. J'avais acheté 1,50 m de tissu en pensant que ça allait largement suffire, mais j'ai sous-estimé à quel point leurs capes sont évasées en bas. Sur ces photos, on voit à quel point la cape est large, presque en demi-cercle, sans doute composée de pans triangulaires. Idéalement, il m'aurait fallu un bon mètre de tissu en plus. La mienne a une coupe beaucoup plus droite et moins ondoyante au vent que l'original. Si je voulais, je pourrais racheter le même tissu et modifier ma propre cape en ajoutant des pièces en bas. Deuxième point, ces attaches en mousse au niveau de la ceinture. Alors, visuellement, elles font très bien le job, mais j'ai vite constaté que chacun de mes mouvements tire dessus, et elles ont fini par se déformer, voire se fissurer. Fort heureusement, après des heures de recherche infructueuses sur les internets, j'ai fini par trouver les attaches métalliques idéales pour ce costume, identiques à celles des films. Les frais de port vont me coûter 10 fois le prix de la marchandise, mais je crois qu'il va falloir que je les achète. Troisième point, l'arrière du surpantalon aurait pu être un peu plus couvrant au niveau des fesses. J'avais pris ces images comme référence pour la largeur des 2 bandes latérales, oubliant que j'avais un chouille plus de volume fessier que Timothée Chalamet, et donc il manque 2-3 cm de tissu sur chaque côté. Mais honnêtement, je suis sans doute la seule à m'en rendre compte, donc c'est pas grave. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et je crois que c'est tout pour les axes d'amélioration. Pour le reste, je suis satisfaite, la combinaison est cool,
et bizarrement plutôt flatteuse pour la silhouette, ce que je pensais pas du tout être le cas vu toutes les couches successives qu'on a sur le corps. Au passage, appréciez ces quelques photos retouchées avec un vrai décor désertique sans les buissons derrière. Oui, j'aurais pu retoucher chaque plan sur After Effects, mais on y serait encore l'année prochaine. Une vidéo, c'est minimum du 24 images par seconde, donc je vous laisse calculer le nombre d'images qu'il aurait fallu retoucher une par une. I do not have time for this. Sur ce, on arrive à la fin de cette longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je suis consciente qu'elle intéressera pas forcément mon public habituel parce que c'est un contenu un peu niche et un peu différent d'habitude, mais peut-être qu'elle va en inspirer certains, qui sait. Après des centaines d'heures de travail sur celle-ci, je retourne à ma vidéo sur le tome 3 de Dune et son adaptation télévisée, qui sera la prochaine vidéo à sortir. A bientôt, salut!